On est le dimanche le 25. Bienvenue en prenant votre café. Je suis toujours à Québec. Bon, ben c'est ça, une petite affaire. On va arranger ça comme ça. Bon, il y a un nouveau livre qui est sorti. Je ne lis pas beaucoup de livres, mais j'ai trouvé intéressant la conclusion. Je vais vous en parler. Les produits pour bébés trop sucrés, Caroline. Les Anglos du Québec se plaignent, et peut-être avec raison. Est-ce que le Parti libéral du Canada a besoin de Nancy Pelosi? Je vais vous dire pourquoi que oui. Cogeco Média avait un boss, il n'y en a plus. La CPDQ se défend dans le Journal de Montréal où elle se fait attaquer. Bruni Surin, dans le journal, il dit qu'il veut devenir un piranha dans le monde de requins des affaires. Bien, on va parler de ça dans Êtes-vous tombé sur la tête. Enfin, cette semaine, c'est NVIDIA qu'on attend. Tout le monde, même si vous n'êtes pas intéressé par la bourse, vous avez besoin de savoir ce qui se passe avec NVIDIA. On va en parler. Et la Fed qui va annoncer. J'ai des explications pourquoi le dollar vaut 74 cents maintenant. Et j'ai des bons insolites. J'ai quoi? Oui, OK. Oui. Allez scroller sur TikTok, hein? Qu'est-ce que ça l'amène? Wow, ma feuille. Ah! Bien des excusez-moi. Ben, c'est ça, faire des shows sur la route, hein? On s'arrange. Ben, vous êtes conciliant. Des fois, je reviens au début du show comme ça sur des sujets que j'ai abordés auparavant. Et il y a un gars, Luc, qui me suit, très sympathique. Puis, il n'est pas d'accord avec moi que tout l'argent qu'on a donné aux profs, il n'en reste plus pour construire des écoles. Tu sais, le ministère de l'Éducation là, a un budget, comme n'importe qui, hein? Des milliards. On en alloue plus, et là, les profs ont dit, ben moi, j'en veux beaucoup. Donc, ils ont tout pris. Puis après ça, regardez la position des syndicats. Les syndicats viennent de sortir, bien là, c'est parce que les écoles ne sont pas vraiment à goût de jour. Ils ont siphonné l'argent. Puis après ça, ils disent, bien là, ça prend d'argent maintenant. Tu sais, il aurait pu le négocier l'année passée. C'était un peu de l'hypocrisie. Donc, qu'on soit d'accord ou non, chaque budget dans une famille, dans une entreprise ou dans un ministère fonctionne de la même façon. Comment on alloue la tarte, hein? Tout simplement. Donc, c'est pas une question. Des fois, il y a des sujets qui ne sont pas une question d'opinion. C'est une question de logique. Il y a un budget, puis on dit, bien, voici le budget qu'il y a, puis nous, on veut le prendre au complet. Puis après ça, ils négocient autre chose en pensant que ça va passer dans le beurre. Ça ne marche pas comme ça. Donc, des fois, bien, ce n'est pas un sujet d'opinion. C'est une constatation. Puis si vous me dites le contraire, bien, j'aimerais bien ça savoir comment vous jugez votre budget élastique chez vous, hein? Hey, les produits pour bébés, y a-t-il quelque chose de plus choquant d'apprendre dans les journaux aujourd'hui que les produits pour bébés contiennent trop de sucre? Sincèrement, là, comment ça se fait qu'aux États-Unis, qu'au Canada, que l'Organisation mondiale de la santé donne des barèmes par rapport au sucre, les fabricants font des produits, c'est approuvé par les instances pour vendre ça aux bébés. Je peux en faire des produits pour bébés moi aussi, il n'y a rien qui m'empêche de le faire. Mais il me semble qu'on pourrait légiférer ça un peu. Faire un sac de chips, c'est un sac de chips, là. Mais une purée pour bébé avec plein de sucre, sincèrement, avec les taux d'embonpoint qu'on a, les problèmes qu'on a avec le diabète, on a inventé des médicaments comme l'Ozempic, Mounjaro, puis toute la gang pour contrer ça. Et on apprend que dès le petit jeune âge, on leur donne du sucre dans la bouche. Sincèrement. Il y a un peu... Bien, avant de blâmer les entreprises vont faire ce que les gens aiment, en partant. Donc, les grands groupes, s'ils ne sont pas légiférés, ils vont faire ce qui se vend. Hein? Le bébé, lui, là, hein? Le bébé, là, il ne demande rien. Il a faim, OK? C'est le parent, peut-être, qui goûte, qui dit « Tabarnak, ça goûte donc bien pas bon. » Ben oui, ben avec nos goûts, à nous, peut-être, mais ce n'est pas à nous autres de décider s'il y a des barèmes à respecter pour le sucre. Le sucre n'existait pas dans l'ancien temps, là. Hein? Donc, tu sais, des fois, là, il faut légiférer dans des places, puis laisser la paix à d'autres places. Ce genre de choses-là, il faut légiférer. Hein? Il y a un nouveau livre qui est sorti, je ne le lirai pas parce que j'ai déjà la conclusion. Je suis allé voir le punch. Il y a beaucoup de débats en ce moment, hein, aux États-Unis parce que J.D. Vance a appelé les femmes qui n'ont pas d'enfants dans la cinquantaine des cat ladies. Hein? Et il y a un livre qui sort, qui a drôle de timing, ou en tout cas, il a été découvert. What are children for? Ça sert à quoi des enfants? Pourquoi on fait des enfants? Hein? Et la question, elle se pose vraiment parce qu'on regarde nos enfants. Moi, j'en ai 2, 23, 21. Je regarde comment je les ai éduqués, comment je les ai élevés. Et ils sont deux moules complètement séparés. Ils ne pensent pas de la même façon, ils n'agissent pas de la même façon. Mais c'est ça. Et ce qu'il dit dans le livre, c'est comme un mariage avec quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré.
Et des fois, on voit nos enfants. Je suis chanceux, OK, j'ai 2 bons enfants. Là. Je fais partie des choyés qui ont eu des enfants en santé, que je leur ai donné une éducation, puis ils l'ont écouté. Hein. Ça peut arriver que malgré tous les efforts qu'on fait, je me sens comme Stéphane Rousseau, hein, qu'on fait, tu sais, quand il fait Madame Jagger, tous les efforts qu'on puisse mettre en place, que nos enfants tournent mal, malgré tous les efforts. C'est un fait. Donc, j'ai cette chance-là, mais c'est vrai pareil. Hein? C'est comme un mariage forcé avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Hein? C'est quand même intéressant. Ça sert à quoi? Je ne sais pas. Moi, j'en voulais des enfants. Je suis heureux d'en avoir. Ma vie n'aurait pas été pareille, bien évidemment. Est-ce que j'aurais une vie comblée sans enfants? Ben oui. On est comblé avec ce qu'on a, puis ce qu'on n'a pas, ben, on ne le sait pas, tout simplement. Est-ce qu'avoir des enfants nous amène quelque chose? La tolérance et le chaos. Donc, comme entrepreneur, avoir des enfants, moi, je dis que ça m'a aidé. Moi, là, je parle de moi. Là, je ne veux pas classifier les gens. Mais vivre dans le chaos, ça fait partie de la vie entrepreneuriale. Donc, avoir des enfants, c'est pas si pire que ça. Le chaos est tout le temps présent ou pas trop loin. Hein? Même quand tu penses que ça va bien, il y a un chaos qui se présente. Donc, voilà. Hein? Les Anglos du Québec, dans le National Post, hein? Ils sont obligés d'aller, les Anglos du Québec sont obligés d'aller dans les journaux anglophones parce qu'ils n'ont pas le support des journaux francophones. Hein? La presse, puis le Journal de Montréal ou même Le Devoir leur font pas de place. Puis à un moment donné, ils se disent, écoute, là, c'est bien beau la langue française, la protéger, mais nous autres, on vit ici, on parle français. Mais notre langue première, c'est la langue parlée à la maison qui détermine. Hein? 94 des gens qui vivent au Québec parlent français. Et bien entendu, avec l'immigration qui vient d'ailleurs, même les Anglos, hein, sont en train de se faire absorber par l'espagnol, les gens qui viennent de l'Ukraine, les gens qui viennent d'un peu partout dans le monde. Donc, le français diminue, mais l'anglais diminue aussi. Puis là, à un moment donné, il dit, arrêtez de nous taper dessus. Hein? On a le droit, on était ici, on est ici. Il n'y a rien d'illégal de parler la langue. On comprend qu'il faut vivre en français aussi, mais on a le droit de vivre en anglais. Donc, il y a peut-être une bataille, puis il déteste François Legault. Donc, il y a peut-être une bataille juridique qui va se passer parce qu'il y en a plein de casques. Puis regardez ça froidement, si c'est nous qui est à l'extérieur en français, ça se peut qu'on s'indigne un peu. Il faut les comprendre aussi. On veut vivre en français, puis je suis pour la langue française, c'est pas ça le débat. Mais il faut les comprendre aussi qu'il y a une limite à leur taper dessus, puis en leur disant qu'ils sont plus ou moins bienvenus ici, alors qu'ils font partie, comme nous, du décor. Hein? Est-ce que le Parti libéral a besoin de Nancy Pelosi? Nancy Pelosi est celle qui a dit la première, ouvertement, dans le Parti démocrate aux États-Unis, que c'est assez Joe Biden. Il faut qu'il parte. Donc, c'est elle qui a donné le coup d'envoi d'un mouvement de dire, écoute, ben, regarde, il faut le tasser, puis c'est là que Kamala Harris a été couronnée. Il faut faire attention avec les couronnements. Hein? Dominique Anglade a été couronné au Parti libéral du Québec, puis regardez ce que ça a donné, hein? Un désastre total. Là, on va la voir, Kamala Harris, agir. Mais qui pourrait être le Nancy Pelosi? Hein? Et je check tout le temps si mon son fonctionne. Oui, Nancy Pelosi. Ça pourrait être Pablo Rodriguez. Si Pablo décide de partir pour briguer le Parti libéral du Québec, bien, il est en train de dire, hein, puis est-ce qu'il va le dire ouvertement? C'est pas le genre à chercher à chicane, mais il est en train de dire, regardez, le règne de Trudeau est terminé et je pense que j'ai encore à donner à la politique, puis j'ai le goût de continuer ça au Parti libéral du Québec. Hein? Ça pourrait être le coup d'envoi. Sinon, bien, il va rester là, Trudeau. Trudeau va rester là, bien évidemment, alors que tout le monde le sait qu'il s'en va perdre. Il n'y a rien à arrêter. Et Poilievre s'est fait questionner cette semaine par rapport à ça. Est-ce que tu souhaites que Trudeau tasse? Il a dit non. C'est bien évident, là. Mais à un moment donné, pourquoi que ça ne se passe pas? Pourquoi tout le monde a peur dans le Parti libéral de dire c'est assez, quelqu'un d'une tête forte, hein? Parce que c'est assez. Il faut se le dire, mais on s'en fout. Moi, je m'en fous qui est là, là. C'est sûr que peu importe ce qu'on fait, c'est un parti conservateur qui va être au pouvoir en date d'aujourd'hui. Eh bien, on s'en va au Québec. Cogeco Média. Cette semaine, il y a beaucoup de changements. Ils ont congédié Patricia Paquin, arrive Marie-Pierre Morin, tassé Pierre-Yves McSween, MC Gilles, Patrick Lagacé, tout ça. Là-bas, ça se fait mettre dehors. Probablement qu'elle dit, ouais, mais là, c'est beaucoup de changements. Et là, le 99.5 s'en vient, là. J'ai hâte de voir. Moi, je vais donner une chance. Je n'écoute pas souvent la radio le matin,
mais je vais leur donner une chance quand je suis dans la route, sur la route, de voir qu'est-ce qu'il a à offrir Mario Dumont. Parce que Mario Dumont, contre Patrick Lagacé, c'est une grosse compétition pour le 98.5. Une très, très grosse. Probablement la plus grosse compétition qu'ils ont eue depuis toujours, parce qu'avant, personne n'osait affronter Paul Arcand. Mais là, il avait nommé un nouveau boss, et là, ça a l'air que des gens ne l'aimaient pas dans la place. Ils avaient oublié de checker les employés. Peut-être il y a un putsch d'employés qui s'est présenté et qui a dit non, on ne le veut pas lui. Donc, on ne sait pas pourquoi. Là, ils n'ont pas de boss. Fait que, voilà. Hein? In, out, in, out. Ça fait, on va se le dire, là, Cogeco Média, en ce moment, fait amateur dans la plupart de leurs décisions. Vraiment, ça sent le vent de panique. Hein? Donc, à suivre, à suivre. Rien n'est indétrônable. Hein? 95.1 Radio-Canada fait une bonne job le matin avec Patrick Masbourian. Mais Mario Dumont, il est assez pertinent. Je suis assez d'accord avec lui la plupart du temps. Donc, c'est sûr que je me identifie plus à Mario Dumont qu'à Patrick. Mais Patrick, je l'ai bien aimé. Je l'ai écouté sa route cette semaine. Je l'ai bien aimé. Donc, on va voir. Hein? La CPDQ, la Caisse de dépôt de placement du Québec, qui se fait ramasser régulièrement par Michel Girard et par moi ici. Hein? Par rapport à leur rendement. Puis ils se tapent dans les bretelles. On est parmi les meilleurs. Il y en a d'autres qui sont pires que nous autres. Mais à un moment donné, il faut se comparer aux meilleurs et pas aux pires. Tu ne peux pas dire, avec les millions qu'on met là-dedans, les top guns qu'ils mettent, tu ne peux pas offrir un rendement de 6 sur 5 ans. Pas avec les années qu'on vient de connaître. Tu ne peux pas offrir un rendement comme ça. C'est inacceptable. Je congédierais mon équipe de placement s'il m'offrait du 6 La Caisse de dépôt, notre bas de laine n'est pas en danger. C'est pas ça qu'on remet en cause du tout, du tout, du tout. Ils ont des rendements. Il y en a. Mais ils se comparent au pire. Puis le fait qu'ils ont mis une équipe, ils ont grossi leur équipe dernièrement, donc on s'attend. Mais ils font des gaffes de juniors aussi. Et à un moment donné, il faut regarder la réalité en face. Qui sont les meilleurs? Tu n'as même pas besoin d'aller bien loin au Québec. Hein? Hydro-Québec bat, le régime de pension d'Hydro-Québec bat la Caisse de dépôt. Techniquement, on n'entend pas parler des top guns à Hydro-Québec. Hein? Ils ont 32 milliards versus 432, mais on s'entend-tu que dans ces eaux-là, tu as accès aux mêmes outils de placement, la même force de frappe à peu près. Donc, l'équipe d'Hydro-Québec qui rapporte du 7 ce qui n'est pas énorme, mais c'est franchement pas pire sur 5 ans. Là. Mais sur 10 ans, c'est toujours ça qu'il faut revenir. Hein? La bourse, sur un horizon de 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, enfin, si on veut l'étirer, parce qu'on peut avoir une période de 10 ans qui est moins drôle, mais eux autres, ils font des placements, c'est pas à toutes les fois. Là. Donc, l'impact de 10 ans de bourse, parce qu'en 2014 et 2024, non, c'est pas ça, il y a 10 années, à un moment donné, qui ont été médiocres à la bourse. C'est vrai. Puis si tu avais mis des placements à tous les mois, bien, tu aurais gagné. Quand le S&P 500, on va le prendre sur une période de 20 ans, parce que les fonds de pension, c'est très long, OK? Tu rapportes du 10 en moyenne sur 20 ans. C'est ça, ton indice de référence, que vous aimez ça ou non. Nous autres, on a le choix de placer pour notre retraite dans le S&P 500. Et c'est notre alternative. C'est cette alternative-là de 500 entreprises les plus grandes aux États-Unis, on peut faire l'exercice pour le Québec ou ailleurs, nous rapporte du 10 ça devient ton indice de référence, peu importe ce que tu dis. Peu importe comment tu investis ton argent, tu es là pour donner des rendements et ton indice de référence, c'est la bourse américaine parce que ça comprend beaucoup de choses. Une entreprise comprend déjà des obligations, des dividendes. Tu as tout ça dans le S&P 500. Donc, rapporter du 6 pendant que Hydro-Québec te rapporte du 7 c'est énorme. C'est énorme. Ça va tomber sur la tête. Voilà, je suis de retour. Bruni Surin. Bruni Surin, un homme que j'adore, hein, et qui est très sympathique, qui est très gentil. Puis là, il y a un article dans le journal, il parle de lui comme étant, il fait sa place dans le milieu des affaires. Puis il dit, il faut que je me comporte en piranha dans un monde de requins. Et il y a des placements avec Luc Poirier, il y en a d'autres sur mesure, je pense, avec des habits. Il y a un autre petit placement pour des bars granola. Tu sais, j'adore Bruni Surin, mais il y a le profil typique de se faire avoir, comme Steve Bégin vient de se faire avoir. Et j'espère que Bruni peut m'écouter en ce moment. Je ne pense pas qu'il m'écoute, mais tu sais, faire des petits placements un peu partout, être associé minoritaire partout, tu es à la traîne de tout le monde. Et tu es à la traîne d'un groupe qui pourrait, à un moment donné, abuser de ta bonté. Parce que pourquoi tu vas avoir Bruni Surin comme investisseur avec toi?
parce que son nom est gros. Quand je suis sorti des Dragons, là, j'en ai rencontré des gens qui me demandaient d'être actionnaire dans certaines entreprises. Et c'était pas toujours... Ce qu'ils voulaient, c'était mon nom en partant. Parce que ça amène une crédibilité. Avoir Bruni Surin avec toi, ça amène une crédibilité. Avoir le gouvernement qui investit dans une entreprise, ça amène une crédibilité. Donc, ça dit aux autres actionnaires, bien, venez, je suis là. Hein? C'est ça qui est le danger d'un gars comme Bruni Surin. Je ne dis pas d'être un piranha, je dis d'être lui-même. Hein? Moi, je ne suis pas un piranha, mais je suis l'air bête du milieu des affaires. Si tu me proposes quelque chose qui n'a pas d'allure ou si tu essaies de m'avoir, tu me parles en parabole, je tourne la page, je ne réponds plus aux appels, ça ne m'intéresse pas. D'ailleurs, je n'investis plus. Mais lorsque j'investissais, il fallait que ça soit clair. C'est quoi mon pourcentage? Qu'est-ce que tu t'attends de moi? Quand est-ce qu'il y a une exit stratégie? Parce que lorsqu'on investit dans les entreprises, la première question qu'on doit se poser, à quel moment je sors? Comment je vais sortir? Le moment où c'est peut-être pas, mais quelle est la stratégie de sortie d'une entreprise? Parce qu'il y en a une. Regardez, moi, j'ai encore des entreprises comme Aiva Technologies. J'ai un bloc, 4 condos locatifs. Et tout ça, pour moi, il y a une porte de sortie. Je n'investis plus dans les entreprises, j'ai 57 ans. Je pense à me sortir de cette compagnie-là éventuellement, être capable de la vendre, sortir de mes blocs, puis avoir juste françoislambert.one, mes placements. Il faut que je le planifie. Puis de toute façon, c'est que ça ne m'intéresse plus d'investir. Mais lorsqu'un nom comme Bruni Surin embarque dans une entreprise, ils veulent l'avoir pour son nom. Donc, ça se monnaie son nom et il faut qu'il s'assure. Il a dit que maintenant, il va être avec un avocat lorsqu'il fait des deals. Moi, je te dis, fais-les même pas, ces deals-là, Bruni. Tu as un nom, lance ta propre gamme. Fais ce que tu veux, mais fais attention. Fais attention parce que même si tu es bien à côté, puis même s'il y a des papiers, ça n'enlèvera jamais la stupidité humaine. Et ça, c'est le plus dangereux. Peu importe dans quel groupe que tu es, c'est toujours dangereux d'être un actionnaire minoritaire. Donc, c'est bien mieux d'être majoritaire d'une petite entreprise ou être égaux avec quelqu'un d'autre. On regarde ce qui s'est passé avec Steve Bégin. Là. Bien, c'est pas drôle, il vient de faire faillite. Là. Bon, il était naïf. Il le dit lui-même, il était naïf. Et c'est facile d'être naïf lorsqu'on nous fait miroiter des bons placements. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais à la fin, qu'est-ce qui est mieux? La paix d'esprit, il ne faut jamais la perdre. Hein? La paix d'esprit, ça vaut combien? Ça vaut cher. Être dans multiples entreprises, c'est compliqué. Donc, c'est mieux d'en avoir moins, beaucoup moins, puis mettre l'emphase sur le développement de cette entreprise-là et de ne pas juste être un pion là-dedans, tout simplement. En finance, bien là, la Fed, elle l'a dit, là, on va baisser les taux d'intérêt. On va le faire, là, quand? On ne le sait pas. Donc, la bourse, cette semaine, elle a remonté. Vendredi, c'était une belle journée. Jeudi, il était insécure. La bourse, elle est très sensible cet été, mais extrêmement sensible. La beauté, c'est que le mois d'août est reconnu comme étant un mois merdique. Il ne nous reste pas grand temps dans le mois d'août. On a eu cette semaine une augmentation de 1,14, ce qui est excellent. 1,14 par semaine, on s'entend, c'est du 52 par année. Ça n'arrive pas là. Hein? Donc, c'est une très, très bonne semaine qu'on a eue. Mais là, c'est parce que la Fed, elle l'a dit, qui était pour baisser les taux d'intérêt. Puis on le sait, hein? Au Canada, maintenant, on peut s'attendre qu'à chaque rencontre pour les taux d'intérêt, l'inflation est sous contrôle. On va revenir à des taux d'intérêt pas mal plus civilisés. Quoique 5 historiquement, c'est très civilisé ce qu'on a, mais on est habitué à du 0 puis à du 1. Là, il faut redonner un coup de pouce à l'économie et on ne fera pas la même gaffe. La pandémie, là, ils ont été complaisants, les banques centrales, pour ne pas nuire au gouvernement d'injecter de l'argent dans le marché et ça a coûté très, très, très cher aux petits, à la classe moyenne. Le dollar, je me demandais, je vous parle souvent du dollar canadien dernièrement parce que oui, on sort beaucoup de pétrole maintenant avec Trans Mountain, donc il y a une demande pour notre dollar. Mais en même temps, le pétrole, bien, la demande mondiale n'est pas trop élevée, mais on développe des nouveaux marchés. Et tant mieux, donc ça fait une demande pour notre pétrole, pour notre dollar. Mais en même temps, nos taux d'intérêt baissent, donc ça l'amène une contrepartie qu'il n'y a pas de demande pour notre dollar canadien si ça baisse. Donc, tu regardes ça d'un côté, tu dis, ouais, mais pourquoi ça monte pour le pétrole? OK, mais les taux d'intérêt sont supposés descendre, donc la demande du dollar canadien pour venir investir ici est moins grande. OK, on a les ressources naturelles. OK, parfait. Mais là, en lisant le Wall Street Journal, j'ai trouvé une autre raison, une raison vraiment dangereuse pour nous. C'est que là, le dollar monte, oui, parfait. Sauf que les grands spéculateurs, hein, à travers le monde, pensent que l'économie canadienne va s'effondrer. Donc, si le pétrole venait à être moins en demande dans les prochains
mois, parce que les autres, ils ont acheté du dollar canadien pour le shorter. Donc, les autres, ils disent, parfait, nous, on le pense qu'il va être à 68 cents. Donc, ils n'achètent, ils créent la demande en ce moment en espérant qu'il va s'effondrer éventuellement puis faire des milliards sur notre dos. Est-ce que ça va arriver? Ça ne va pas arriver. Souvent, ils ont raison, souvent, ils ont tort. C'est le risque, c'est extrêmement risqué comme façon de faire. Mais c'est ce qu'ils visent en ce moment. Donc, c'est pour ça que le dollar monte, parce qu'il a monté beaucoup. Là. Il est parti de 0,71 cents à 74 cents en à peine 3 semaines. C'est énorme. Alors qu'il n'y a rien de majeur qui se passe. On n'a pas augmenté nos taux d'intérêt pour attirer des fonds pépères, investir dans nos banques, hein, venir faire des dépôts ici. Non, pas du tout. Ce sont les spéculateurs et un peu le pétrole. On va checker ça de proche. D'un côté, perso, ben, je vais avoir un dollar fort quand je voyage. Hein. Surtout que là, j'envoie des fonds à mon fils aux États-Unis. Hein. Ils vont passer avec moi, je veux que ça monte. De l'autre côté, j'ai des placements américains. Donc, quand le dollar diminue, mes placements augmentent. Donc, c'est intéressant au point de vue ceux qui ont des placements aux États-Unis, avoir un dollar faible, c'est le jackpot. Tu gagnes des deux côtés. Quand tu investis avec un dollar fort, il diminue, bien, tu gagnes. C'est intéressant de ce côté-là. Très intéressant. Et d'ailleurs, je peux voir que même mes placements, ils ont récupéré toutes, depuis le crash du 5 août, là, ils ont toutes récupéré, mais j'ai moins d'argent à la fin parce que le dollar américain a pris, le dollar canadien a pris de la force. Donc, ce 3 points de pourcentage-là impacte ma valorisation totale, ce qui n'est pas grave, là. Mais ça a un impact parce que les bourses ont augmenté, mais pas mon portefeuille n'a pas augmenté au même niveau. Bien, NVIDIA, hein, si vous ne connaissez pas NVIDIA, il y a un super article dans le Wall Street Journal de ceux qui ont investi au début. Hein. Ceux qui ont investi dans NVIDIA au début, bien là, je vous en parle parce que là, c'est mercredi qu'ils vont annoncer ses résultats. Et là, la bourse, elle attend encore plus les résultats d'NVIDIA que d'une baisse de taux d'intérêt. Il va y avoir de la nervosité jusqu'à mercredi soir à savoir c'est quoi les résultats financiers. Est-ce qu'ils vont battre le marché? Ils vont être égaux ou ils vont être en deçà du marché? Et ça va décider si on a un crash boursier cette semaine. Cependant, NVIDIA, ça fait longtemps qu'il est en bourse, là, avant 2000. Là. Ça fait très longtemps. Là. Puis il y en a qui ont investi dès le départ. Il y en a un gars dans le journal, pas fou, hein? Lorsque ChatGPT est sorti, première question qu'il a dit à ChatGPT, il est allé le voir, puis il a dit « Hey, quelle compagnie risque de mieux bénéficier de l'intelligence artificielle? » Et ChatGPT, il a répondu « NVIDIA ». Il est allé mettre 100 000 là-dedans, ça vaut 1,6 million aujourd'hui. Ça fait pas longtemps, là. Il a monté beaucoup après l'arrivée de ChatGPT. En 2002, hein? En 2002, NVIDIA a eu une baisse de 83 de sa valeur. C'est énorme, hein? Ceux qui le détenaient depuis l'an 2000, là, ça prend du courage de maintenir ça, de le garder. Hein? Parce que là, aujourd'hui, regarde, je l'ai gardé, mais ça prenait du courage. En 2002, une baisse de 83 En 2008, l'autre crash qu'on a eu, moins 76 ça prend du courage de le garder. Hein? Et en 2022, moins 50 parce que lorsque les taux d'intérêt ont augmenté, la techno a planté solide. NVIDIA, qui est le leader de la techno, a planté. Donc, 3 fois, tu as eu des baisses de 83 76 50 Donc, ceux qui vont avoir le courage si ça pète, les gens qui vont avoir le courage de le garder cette semaine, puis qu'on s'en reparle dans 5 ans, bien, bravo à vous, hein, si ça va bien. Mais ça prend du courage de détenir un stock pour 25 ans. Beaucoup de courage. Et de faith en anglais. Hein. En bas, aux insolites. Ah bien, avez-vous des chicanes de voisins, vous autres? Hein? Moi, j'essaie de penser, j'en ai-tu déjà eu des chicanes de voisins? Pas immédiat, hein? Pas immédiat. Donc, j'en ai pas. En campagne, mon voisin, qui est sympathique, là, il n'aimait pas mes fans quand je faisais sécher mon grain. Je les ai changés. Tu sais, j'avais bien remarqué qu'ils faisaient du vacarme, donc je les ai changés pour des fans centrifuges. Ça fait du bruit, mais beaucoup moins que les autres. Les autres, tu as l'impression d'avoir 8 réacteurs. Un Québécois sur 4 est en chicane avec son voisin. Quand même, c'est le fun en maudit, hein? C'est le fun quand tu n'es pas capable d'endurer ton voisin ou qu'il te garoche de la neige en pleine dans ta cour. Je regarde ici, à Montréal, je n'ai pas de chicane avec mes voisins. Il est tellement sympathique. Je lui donne des œufs puis il me donne des prescriptions. C'est un ami médecin. Quand j'ai besoin d'une petite crème, mettons, pour les orgelets, là, il a passé mon orgelet, mais sinon, je vais le voir. Hey, pourquoi on prend des selfies? Hein?
Il y a une étude sérieuse qui est sortie. Ils ont regardé les gens qui prenaient beaucoup de selfies et la tendance est que ce sont des gens qui ont peur de mourir. Ils ont l'anxiété du décès. Donc, ils veulent immortaliser. On ne le sait pas, là, mais quand on regarde ça, bien c'est ça. Hein? Ils veulent immortaliser leur vie à tout moment parce qu'ils ont peur de mourir. Ou ils ont peur de vieillir, mais ils ont une peur, une anxiété. Hein? On est anxieux. Il y en a qui sont éco-anxieux. Il y en a qui sont éco... quand vous voyez quelqu'un qui prend un selfie, là, dis pas qu'il s'aime et est narcissique. Pensez à lui. Hein? Pensez à lui. Hein? Il souffre d'anxiété. J'en prends pas assez de selfies, moi. Et finalement, ça vous arrive-tu des fois d'être pris dans l'algorithme d'Instagram, TikTok, YouTube Shorts? Là, tu te dis, coudon, hein? Attends, il y a une moto qui passe. Et là, ben, tu dis, je m'ennuie, m'aller voir. Puis là, tu te rends compte 1h30 après, tu fermes ton TikTok et tu t'ennuies encore plus. Bien, c'est ça l'effet. Hein? Aller scroller, aller voir pour se désennuyer en regardant des vidéos brainless ne nous amène aucun plaisir à long terme. On est aussi ennuyé après. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'en ce moment, vous ne vous êtes pas ennuyé parce qu'après 26 minutes 20, vous êtes encore là. Et c'est le moment de vous dire « Mission accomplished ». Hey, passez un beau dimanche. Venez nous voir sur françoislambert.one. Je regardais tout le temps mes recettes, hein? Où est-ce qu'on se situe, comment les améliorer, puis quel genre de recettes que vous aimez, comment on peut intégrer nos produits dans les recettes pour les faire connaître, puis augmenter nos ventes. Il n'y a pas de secret là-dedans. Là. Et dernièrement, dans plusieurs recettes, poitrine de poulet, on bat Ricardo. Moussaka, on bat Ricardo. Pain de viande, je suis juste à côté de lui. Je ne suis pas en guerre contre Ricardo, mais j'ai une fierté énorme d'être parmi les grands au Québec au point de vue recherche Google pour les recettes. Et ça, c'est un travail acharné qu'on fait, Marilyn et moi, à tous les jours, sans exception. C'est plusieurs heures par jour qu'on passe pour tester des recettes, pour vous faire découvrir nos produits, pour vous emmener dans notre univers culinaire. Moi, je viens de sortir ça, ça marchait tellement bien. Là. Donc, venez nous voir, françoislambert.one, regardez l'onglet de nos recettes, il y en a un paquet, et passez une excellente journée. Bye!